Et bien voilà, Maxime Marotte vient de nous rejoindre sur le plateau d'une fille dans ton vestiaire. Salut Maxime, merci d'être avec nous. Je rappelle, tu es un grand champion de VTT cross-country, membre de l'équipe de France, plusieurs victoires en Coupe de France cette année, dans ta carrière. En 2011, tu es champion du monde par équipe, champion d'Europe par équipe. Tu arrives très fort, premier de la Coupe de France, cinquième au classement final de la Coupe du Monde. Autant dire que ça marche fort pour toi. Et on va commencer par tes débuts. Comment on était venu à pratiquer cette discipline? Pourquoi tu t'es orienté vers le cross-country plutôt que vers la piste ou, voilà. Comment est née cette passion du cyclisme? C'est mon père qui me l'a transmise très jeune, puisque lui c'est un passionné de vélo. Pas de compétition, pas de haut niveau, mais plus du cyclotourisme. Et voilà, c'est vrai qu'il m'a transmis cette envie de pédaler. Des grandes balades quand tu étais Voilà, petit. exactement. Mais bon, c'est vrai que quand on est jeune, la route c'est un peu dangereux. Donc il m'emmenait très vite, il m'emmenait dans les bois, et puis c'est là que j'ai découvert le VTT, et finalement ça me plaisait énormément. Donc je me suis inscrit en club pour la première fois à 9 ans à la SPTT Mulhouse. Et ça a continué ensuite, quoi. Grâce à ça, tu as pu continuer à pratiquer ce sport et tu accordes une place importante aussi aux études dans ta vie, puisque tu n'as pas abandonné tes études pour ton sport, même si ça marchait bien. Ouais, voilà, ouais, non, j'ai préféré garder une solution de secours. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie d'un sportif. Une blessure, ça arrive vite, surtout que le VTT est un sport dangereux. Et puis c'est aussi par intérêt personnel. J'avais envie d'aller un peu plus loin dans mes études, découvrir d'autres choses et garder un peu le contact avec une vie un peu plus normale, entre guillemets. Et c'est vrai que ça me tient énormément à cœur, ces études. Et justement, les deux sont conciliables, oui, ou c'est un peu compliqué à gérer? C'est pas facile, mais bon, c'est vrai que l'État français a mis en place des dispositifs qui aident un peu les sportifs. Les facultés, en général, jouent le jeu. Donc voilà, faut aller voir les bonnes personnes, faut parler de son projet, et puis chacun y met du sien, ça se passe bien. D'accord. J'ai lu que ton meilleur souvenir, c'était ton titre de champion de France Espoir. Qu'est-ce qui t'a marqué ce jour-là? C'est le déclic, peut-être, qui t'a fait te dire que tu pouvais en faire ton métier? Ça a été surtout la fin de 3 années de galère, et je crois que c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, malgré tous les beaux résultats que j'ai eu cette année, qui en termes de performance sportive sont bien supérieurs, ouais. me laisse un meilleur souvenir, parce que voilà, j'ai eu 3 années difficiles dans mes années espoir, et en 2008 je suis vraiment revenu un peu sur le devant de la scène, et j'étais vraiment à deux doigts d'arrêter le haut niveau, me consacrer vraiment sur mes études parce que ça marchait pas. Puis là, voilà, je suis revenu un peu sur le devant de la scène, et ça m'a permis d'espérer une carrière professionnelle que j'ai pu atteindre un peu plus tard. Et justement, cette astreinte qu'il faut avoir dans la vie de tous les jours, ça représente quoi? Les entraînements sont quotidiens. J'imagine l'hiver, il n'y a pas de compétition, donc ça doit être assez hard la préparation physique. Ça représente quoi dans ton année, les entraînements? Il y a beaucoup de stages, j'ai vu, dans ton emploi du temps? Voilà, ouais, moi j'ai calculé l'an dernier, ça faisait à peu près 130, 140 jours, 140 nuits d'hôtel sur l'année, donc on est quand même souvent éloigné de chez soi. Effectivement, beaucoup de stages de préparation, des entraînements quotidiens, bi-quotidiens, voire même des fois ça peut être tri-quotidien, quoi. Donc voilà, c'est sûr que l'emploi du temps d'un sportif de niveau est très chargé, mais au bout il y a quelque chose, quoi. Il y a vraiment une belle aventure à vivre. C'est pourquoi on se bat, j'imagine. Voilà, ouais, le rêve olympique, tout ça, donc c'est vrai que je garde ça en tête, ça me motive beaucoup. Et voilà, le vélo étant un sport d'endurance qui doit être absolument irréprochable dans son hygiène de vie. Donc c'est vrai que c'est pas facile de tout le temps se coucher tôt, de sans arrêt manger correctement. Quand on voit à côté. Même à Noël? À Noël c'est différent. En hiver on profite un peu plus, hein, on a des plaisirs culinaires comme la tartiflette ou la raclette, mais. Quand même, faut prendre des forces. Ouais, voilà, des fois il faut savoir un peu relâcher la bride pour pas exploser en vol pendant la saison, quoi. Parce qu'après, à partir de janvier, il faut vraiment serrer la ceinture, et puis là, faut pas craquer au milieu de la saison. Très bien. On a parlé tout à l'heure de 2 photos qui te tiennent à cœur. Tu vas nous expliquer tout de suite. Il y en a une où tu es parmi la foule, tu as l'air de passer une ligne d'arrivée, j'imagine, et une autre où c'est une chute. Je te laisse les regarder et me les commenter. Voilà. Effectivement, donc la première, quand je passe la ligne d'arrivée au Funbourg cette année, c'était la 3e manche de la Coupe du Monde, et c'est pas loin de chez moi, c'est à 1 heure de chez moi en fait. Et voilà, c'est mon meilleur résultat de l'année. Tu connais tous les gens dans le public? C'est mon meilleur résultat de l'année, donc c'est pour ça que voilà, j'en garde un souvenir mémorable, parce qu'en plus mes proches étaient pas loin, et que une semaine avant j'avais fait mon premier top 5 en Coupe du Monde. Là je rééditais une 3e place, donc voilà, c'était une super spirale. Il y avait eu mes partiels entre en plus et tout, enfin c'était compliqué, mais voilà, donc du coup j'ai beaucoup de joie qui est ressortie à ce moment-là. D'accord, explosion de joie. Et la suivante?
Donc la suivante, c'est un peu plus pour le côté spectaculaire. C'était en Afrique du Sud, première manche de Coupe du Monde, où je suis tombé en fait dans un passage technique, dans un pierrier. Après cette chute, en plus j'ai mon guidon qui a tourné, donc j'ai dû m'arrêter en zone de dépannage. Je suis reparti 45e, il me semble. Même pas mal après ça? Un peu mal au dos parce que j'ai tapé un arbre, mais bon, après, avec l'adrénaline, l'enjeu et tout, on ressent moins la douleur. Mais par contre, le soir, oui, j'étais entre les mains du kiné, effectivement. Mais du coup, je finis cette course 12e. Sans cette chute, j'aurais probablement fait un top 5. Donc, c'est cette course qui m'a vraiment fait prendre conscience cette année que dès le début de saison, je pouvais vraiment faire des belles choses. D'accord. Donc voilà. Très bien. Malgré des aléas sur certaines courses, on peut... Tu termines quand même 12e avec une grosse ratasse, c'est quand même c'est plutôt pas mal. Mais au moins, le public était content. Oui, absolument, mais nous aussi, c'est très joli. La photo est très belle. Maxime, on enchaîne maintenant avec le déroulement d'une compétition. Comment ça se passe? Parce que les gens n'ont pas forcément idée qu'il y a énormément de kilomètres à parcourir, qu'il y a beaucoup de dénivelé, effectivement des passages techniques, comme tu dis. Voilà, explique-nous un peu comment se déroule une compétition. Déjà, on arrive au moins 2-3 jours avant pour reconnaître le circuit, prendre un peu, ses repères au niveau des trajectoires, le revêtement, voilà, l'adhérence, ce genre de choses, faire les choix de pneumatiques, les réglages de suspension, éventuellement 2-3 autres petits réglages en plus. Donc voilà, un échauffement important, en général 1 heure. Et ensuite, on part donc tous ensemble, c'est un mass start, et puis là, il faut tout de suite se placer d'entrée, donc c'est d'où l'importance d'être bien échauffé, puisqu'en fait, on se rend compte avec les capteurs de puissance que immédiate pour partir devant, quoi. Qu'on a un énorme pic de puissance, comme un sprinter en vélo de route. Donc il faut vraiment partir vite pour se placer et justement dans les sentiers être devant, puisque des fois on passe qu'à un VTTiste en fait. Si on perd le contact, c'est compliqué. Si on perd le contact d'entrée, après on revient pas. C'est le haut niveau, faut pas perdre de temps nulle part. Donc ensuite la course se décante assez vite et puis il reste plus que quelques coureurs en tête et puis au fur et à mesure ça se fait un peu naturellement. Mais ça arrive des fois au sprint aussi. Voilà. D'accord, ouais. Vous pouvez arriver côte-côte malgré le nombre de kilomètres à parcourir et le temps de course. On va parler maintenant un petit mot sur l'ASPTT. Alors, je ne savais pas que ça existait depuis aussi longtemps, depuis la fin du 19e siècle, 1897, j'ai lu cette association sportive, donc qui à l'époque était dédiée au PTT. Aujourd'hui, c'est devenu une référence. Il y a plus de 160 000 licenciés. C'est bien cela, beaucoup de bénévoles aussi qui travaillent pour cette association. Elle t'a beaucoup aidé dans ta carrière? Oui, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à l'âge de 9 ans la SPTT Mulhouse. Ça reste mon seul et unique club depuis. Donc j'attaque ma 16e année dans le club. Donc c'est vrai que c'est... Donc c'est une vraie formation et un accompagnement pour les sportifs. Il y a vraiment un vrai accompagnement du sportif jusque... Au-delà des fédérations, quoi. Voilà, c'est vraiment pour accompagner au haut niveau. Après, on peut en faire aussi d'une manière un peu plus loisir, mais il y a vraiment cette culture du haut niveau à la SPTT avec beaucoup d'équipes en sport collectif. Et puis un tas de sports individuels. C'est une fédération omnisport, quoi. Donc on peut y pratiquer quasiment n'importe quel sport. Et en plus de ça, on rencontre souvent des bénévoles qui sont à la base du sport. Et moi, je sais que j'ai créé beaucoup de liens dans ce club. C'est pour ça que j'y suis très attaché, que j'y suis toujours, parce que c'est des gens qui m'ont suivi depuis tout petit. Ils m'ont connu à mes débuts, et puis maintenant, ils me suivent un peu sur les courses, ils viennent me supporter, et ça, c'est vraiment génial. C'est des personnes qui font partie intégrante de ma vie maintenant. Voilà. Un petit mot sur la web-série qu'on peut voir sur 6 sportifs, c'est ça, qui sont en route pour les JO. Le principe, c'est assez intimiste, tu as ta petite caméra, ça te suit sur tes entraînements ou tes compétitions, et puis après, tu fais ton petit briefing le soir. Ouais, c'est un peu le journal de bord. Je trouve cet aspect-là assez sympa. Ça permet en fait au public d'avoir l'impression de partager un morceau de vie peut-être du sportif. Donc c'est disponible sur le web et puis on espère que ça va bien marcher. Voilà, les états d'âme de Maxime Marotte. Objectif 2012 pour les JO, qu'est-ce que... Déjà se qualifier, ça commence par là, donc ça c'est le plus important. Après, au jeu c'est une course d'un jour, tout est possible. Même la plus belle chose. Donc, tout est possible, très bien, ok. On te souhaite le meilleur. Je sais que j'ai réussi à faire une fois dans les 3 premiers meilleurs mondiaux. Donc ça veut dire que c'est réitérable. Mais
c'est difficile, c'est le sport, c'est l'incertitude, et c'est pour ça qu'on aime ça. Si physiquement et mentalement tu es prêt, c'est déjà une bonne chose. Merci en tout cas Maxime d'avoir été avec nous. On te souhaite tout le meilleur pour cette année 2012 qui va être riche en émotions probablement.